Vincent Capo-Canellas, vous êtes sénateur Union centriste de la Seine-Saint-Denis. On va revenir sur tous ces sujets, mais d'abord on va regarder les unes de la presse régionale. D'abord la une de la Provence et cette photo après l'incendie aux portes de Marseille, le désespoir, végétation dévorée, voitures carbonisées, maisons ravagées, vie détruite. L'incendie a parcouru 750 hectares et laisse les habitants KO debout. La deuxième une, c'est celle de la Dépêche. La campagne qui sent déjà la poudre. On parle des municipales alors que la sécurité figure parmi les principaux sujets de préoccupation des Français. Mathilde Panot a suscité la polémique en annonçant que là où la France insoumise remporterait des élections, la police municipale serait désarmée. Puis la dernière une, c'est celle du Courrier Picard. Nos députés pas chauds pour une dissolution. Après une année chaotique à l'Assemblée, les députés ne se disent pas pressés de repasser devant les électeurs, devant l'hypothèse d'une nouvelle dissolution qui se profile à l'automne, mais chacun se tient quand même prêt. Quelle une avez-vous envie de nous commenter, Vincent Capo-Canellas ? Oh, écoutez, je suis marqué par la une de la Provence, évidemment. C'est une très belle région qui est très affectée, avec des drames individuels, avec les soldats du feu qui se battent en ce moment face aux éléments, si j'ose dire, parce que on voit les effets du réchauffement climatique. Et malgré tout ce qu'on peut essayer de faire en termes de prévention, on se rend compte que 90% des feux ont une cause humaine. En l'occurrence, je crois que c'était un véhicule qui a pris feu au bord d'une route. Mais parfois dans l'Aude ou autre, il y a aussi des imprudences. Donc voilà, on est toujours marqué par ces événements-là. Et ça veut dire qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt face à ces incendies qui se multiplient, qui sont violents, qui sont précoces. On est au mois de juin, on était au mois de juin. Je crois que les services de l'État et les collectivités font le maximum lorsque les événements ont lieu. Il y a peut-être une logique de prévention qu'il faut encore développer. J'ai vu qu'il y avait des débats au Parlement européen aussi sur la manière pour que l'Union européenne prenne ces sujets à bras-le-corps. Mais il faut évidemment se dire que ce sont des feux qui interviennent plus tôt et qui sont très conséquents. Il y a forcément des leçons à tirer. On a des sujets aussi sur la flotte aérienne qu'il faut maintenir. C'est ce que fait la sécurité civile. C'est difficile. Et donc, voilà, sujet de moyens, sujet de prévention. Et puis, sans doute, en termes d'habitat, en termes d'organisation des secours aussi, il y a sans doute des leçons à en tirer. Sur l'adaptation à ce réchauffement climatique, vous publiez un rapport sur le CEREMA. C'est le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité, l'aménagement. Il est financièrement en danger ? Alors, je fais mon travail de membre de la Commission des finances, rapporteur des crédits, donc j'essaie de regarder tous les ans sur un établissement, dans ce qu'on appelle les agences, ce qui est fait. Voilà. Et cet établissement-là, c'est l'expertise de l'État sur toutes les infrastructures, c'est-à-dire les ponts, les routes, tous les problèmes de solidité, toute la réflexion sur l'habitat de demain, par exemple, voilà, sur la mobilité, sur la prévention des risques, aussi sur les inondations. Voilà, c'est le grand bureau d'études techniques de ce qui était l'équipement hier. Tout ça a été regroupé. Et donc, il y a des difficultés financières. En fait, c'est très symbolique de la situation d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a beaucoup demandé aux services de l'État, on a beaucoup focalisé les réductions budgétaires sur l'État lui-même. Et on arrive aussi, dans des situations comme celle-là, à un niveau de risque. C'est-à-dire qu'on ne saura plus assurer des missions de base. Voilà. Et donc, c'est un peu le signal d'alarme que je veux tirer. C'est un établissement qui a vu sa subvention baisser de 20%, ce qui est beaucoup en 5 ans. Voilà, donc effort d'adaptation, mais à un moment donné, il faut faire des choix. Et c'est toute la difficulté du moment, c'est-à-dire accepter de réduire des missions si on veut continuer à baisser les budgets, ou bien faire des choix dans d'autres budgets. Voilà, en l'occurrence, garder une expertise publique indépendante, ça a du sens pour l'État. Et lorsqu'il y a un drame, quand on voit, mettons, à Mayotte, on a besoin aussi qu'il y ait des experts qui se projettent, qui soient présents et qui puissent donner le bon conseil et qui puissent faire le diagnostic sur la solidité des ouvrages, par exemple. On va revenir sur l'actualité. On l'a vu dans le journal, des perquisitions qui ont eu lieu hier au siège du Rassemblement national dans le cadre de financement illégal des campagnes de 2022 et 2024. Un prétexte pour fouiller mon bureau. C'est ce que dit Jordan Bardella, le président du parti. Qu'est-ce que vous dites de cette stratégie, une forme de victimisation politique de la part du RN ? Je dis d'abord que la justice doit passer pour tout le monde et qu'il y ait des enquêtes en démocratie, c'est aussi normal. Des questions sont posées. Je n'ai pas d'éléments particuliers, évidemment, là-dessus. Après, ce que dit M. Bardella, c'est toujours la défense classique, c'est toujours se poser en victime. Voilà, évidemment, c'est toujours désagréable de voir ces bureaux perquisitionnés, mais c'est la loi, elle s'applique pour tout le monde, elle s'applique aussi pour le RN. Autre sujet, on va parler budget dans quelques secondes, mais Gabriel Attal, le patron de Renaissance, veut remettre sur la table la réforme de l'assurance chômage. Il a raison. C'est une réforme qui devait être mise en œuvre par décret, juste à la fin du gouvernement Attal. Réforme difficile parce qu'évidemment, dès qu'on touche à l'assurance chômage, on a bien le sentiment qu'il y a des situations individuelles derrière. Mais on a besoin,
d'aller vers plus de travail, plus de retour à l'emploi. C'est un élément qui n'est pas simple, mais qui est un élément incitatif. Et je pense que ça fait partie des réformes difficiles qu'il faut savoir faire. Et on voit bien, quand on se compare en Europe, que voilà, on est sur des règles qui sont un petit peu plus souples qu'ailleurs. Voilà, donc ça va dans le bon sens. C'est faire preuve de responsabilité que de le dire. Allez, où trouver 40 milliards d'euros? C'est l'équation que doit résoudre le gouvernement. François Bayrou dévoilera ses pistes mardi prochain. Le Sénat a déjà présenté les siennes. On va voir lesquelles avec Audrey Vetaz. Bonjour Audrey. Bonjour. Et Audrey, François Bayrou doit donc présenter mardi prochain ses 40 milliards d'euros d'efforts budgétaires pour 2026. Et cette semaine, Gérard Larcher a lui présenté les suggestions du Sénat. En effet, les fameuses pistes du Club des 5 validées par les présidents des 5 forces du Sénat qui composent le socle commun. Les Républicains, l'Union centriste dont vous faites partie, Monsieur Capo-Canellas, Renaissance, les indépendants à majorité Horizon et une partie du groupe RDSE. Ces propositions mises bout à bout, elles représentent une économie de 25 milliards d'euros. On écoute Elisabeth Doineau, elle accompagnait Gérard Larcher à Matignon avec cette liste de propositions. 10 milliards sur la sphère sociale et puis environ au minimum 15 milliards sur le PLF, le projet de loi de financement. Ce sont des premières pistes de travail. Il ne s'agit pas non plus de dire il faut emprunter ce chemin-là. C'est une proposition parmi d'autres. Alors dans le détail, la piste confirmée par plusieurs sources, et notamment par Elisabeth Doineau, c'est la mise en place d'une année blanche. Normalement, les prestations sociales et les indemnités, comme les allocations familiales ou les allocations chômage, sont indexées chaque année sur l'inflation. Dans le cas d'une année blanche, on garde le système social de 2025, ce qui inclut aussi les retraites qui sont de fait gelées. Les sénateurs proposent aussi de s'intéresser aux actes médicaux pour trouver des économies. C'est vrai, parfois, on fait plusieurs prises de sang, plusieurs radios pour un examen, alors qu'il n'en faudrait qu'une. Ils veulent aussi regarder du côté des affections de longue durée. Est-ce qu'il faut, à chaque fois, proposer un remboursement à 100%? C'est un peu la question. Et les sénateurs ils veulent aussi rogner sur les dépenses de l'État? En effet, avec une année blanche aussi sur les dépenses des ministères hors défense, transfert à l'Union européenne et charge de la dette. Le budget des ministères serait donc le même qu'en 2025, mais le rapporteur général du budget, Jean-François Husson, veut aller plus loin. Il propose de revenir au budget de 2019 en y ajoutant l'inflation, ce qui permettrait de faire encore 12 milliards d'euros d'économies supplémentaires. Alors ça, c'est pas une piste qui a été validée par les différents groupes qui composent le socle commun, mais vous y seriez favorable ou pas? Je crois qu'il faut se fixer des objectifs clairs. On a besoin de maîtriser la dépense publique, et si nous ne le faisons pas nous-mêmes, ce sont les marchés financiers qui, à un moment donné, vont nous rappeler à l'ordre, et puis sans doute la Commission européenne ou le FMI un jour. Donc voilà, c'est difficile, mais maîtriser la dépense, mais aussi maîtriser la masse salariale, ça fait partie des nécessités. Et je pense qu'à repousser la difficulté, elle s'empire. Et on voit bien que le niveau des taux d'intérêt est maintenant supérieur à celui que paye l'Italie. C'est un signal d'alarme. Et on voit bien qu'on n'est pas loin d'un point de bascule. Donc on a besoin de prendre des mesures en responsabilité. Ça ne sera pas facile, ça ne fait plaisir à personne. Et dans ce que va présenter le Premier ministre, il y aura plein de sujets qui vont susciter des réactions. Mais je crois qu'on est à un moment de bascule. Certains disent que c'est un moment à la Mendes, c'est-à-dire qu'en fait, il faut exposer au pays une voie exigeante, difficile, quitte à ce que d'ailleurs il y ait des remises en cause, mais il vaut mieux éviter le moment, entre guillemets, Liz Truss, c'est-à-dire qu'en Grande-Bretagne, la Première ministre, Madame Truss, avait défié les marchés financiers, avait ouvert les vannes financières, et il y a eu une crise, et à ce moment-là, elle est tombée d'une part, mais il a fallu reprendre des mesures de rigueur. Donc voilà, il s'agit de décider nous-mêmes, de choisir des pistes d'économie. Ça fera mal, mais il vaut mieux choisir que subir. Et le fait de repartir en 2019 en y ajoutant de l'inflation, c'est quand même pas rien. Alors, on va quand même assez loin dans ce C'est un élément de comparaison. L'idée, c'est de se dire que avant la crise du Covid, où il a fallu ouvrir le robinet de la dépense publique, on était à un certain niveau de la dépense, et il faut s'en rapprocher autant qu'on pourra le faire. Mais vous savez, c'est comme dans les collectivités locales. Quand il y a des difficultés financières, quand vous arrivez dans une collectivité, c'était mon cas, à un moment donné, moi c'était après des départs d'entreprise, il y avait moins de recettes. Et il a fallu serrer les boulons. C'est ce qu'on fait, il faut savoir le réaliser. Évidemment, il y a des concertations. J'ai rencontré avec mon président Hervé Marseille, Madame de Montchalin, Monsieur Lombard, le Premier ministre a reçu le président du Sénat. Chacun fait des propositions.
Le Premier ministre va faire des arbitrages, va les proposer aux groupes politiques, et il y aura un débat. Voilà. Et entre maintenant, le 15 juillet qui va arriver, déjà le Premier ministre s'exprime ce soir sur d'autres médias, on va avoir des pistes, il y aura un débat, et il faudra trancher ça. Notre responsabilité en tant que parlementaire, c'est de proposer aux Français, c'est une voie. Je pense aussi qu'il faut soutenir la croissance. Il faut faire des économies, il faut essayer de soutenir la croissance et expliquer qu'on a 3 ans, 4 ans de difficultés qu'il faut savoir surmonter. Si on ne le fait pas, c'est les autres qui nous rappelleront à nos propres responsabilités et on n'aura plus les moyens d'assurer l'avenir. Pour les plus jeunes, quand même, il faut, sur les retraites aussi, assurer un financement. Voilà, il faut aller vers plus de travail. C'est difficile, mais je pense que les Français peuvent comprendre qu'il y a des efforts à faire si, quelque part, on leur montre que ça produira des résultats et qu'on va s'en sortir. Mais aujourd'hui, on va vers l'iceberg. Et l'iceberg se rapproche. Donc voilà, il faut réagir. Et Audrey, le patron du groupe centriste Hervé Marseille, il propose aussi de taxer les hauts revenus. Oui, ce qui serait un gage donné aux socialistes dont François Bayrou aura besoin s'il veut faire passer son budget. On l'écoute, il était hier sur ce plateau. On sait depuis le début de l'année, enfin depuis le gouvernement Barnier, et puis le gouvernement Bayrou, que si on ne veut pas être dépendant du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, il faut trouver un accord avec les socialistes. Ouais. Bon, avoir une taxe sur les très hauts revenus de type Zuckman, pourquoi pas? Nous étions déjà favorables à un prélèvement sur les grandes entreprises, les grands profits, sur le rachat d'actions. On l'a obtenu. Il faut prolonger ça peut-être en allant plus loin, par symbole politique, pour montrer que tout le monde contribue. Alors le problème, c'est qu'une taxe ou un impôt supplémentaire, c'est un peu une ligne écarlate pour certains de vos partenaires, notamment les Républicains. Comment on fait finalement pour aller dans le sens de ses alliés et puis en s'assurant aussi le soutien des socialistes? C'est toute la difficulté. J'étais membre de la commission mixte paritaire qui a fait les arbitrages sur le projet de loi de finances qui est en cours d'exécution cette année en 2025. Et chacun avait toujours ses lignes rouges. Donc il faut plutôt être en positif et dire qu'est-ce qu'on peut faire qui contribue à l'équilibre financier et qui soit acceptable par les différents groupes politiques. À la fin, il faudra bien voter. La dernière fois, on se souvient que c'est le Sénat qui avait était le seul à regarder l'ensemble du budget et fait des propositions. Il y a une commission mixte paritaire, tout ça a été voté. Il faudra trouver cet équilibre-là. Mais par rapport à ce que disait le président Marseille, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que on a besoin de faire des efforts. Il est légitime que ceux qui ont le plus de revenus fassent plus d'efforts que les autres. Voilà, donc si ça rentre dans une équation, ça ira très bien. On sait tous qu'il faut qu'il y ait, si possible, une absence de censure, parce que s'il y a censure, le gouvernement tombe, d'un côté, et d'autre part, il n'y a plus de budget. Donc voilà. Mais il va falloir y échapper à la censure avec ce budget, François Bayrou, vous pensez? Écoutez, l'équation est particulièrement difficile, mais je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a une responsabilité devant l'histoire. Et que les parlementaires aussi ont leur propre responsabilité. Si chacun regarde son intérêt politique, si chacun pense à 2027, on va vers vraiment des vrais problèmes. Il y a des moments dans l'histoire où chacun doit prendre ses responsabilités. C'est ce qu'il faut faire. Voilà, c'est tout. Bon. Alors après, ça ne fera plaisir à personne. Chacun va devoir faire des efforts. Mais que disent les Français? Ils disent on vous a élu, maintenant débrouillez-vous. Okay, en tout cas, proposez-nous des choses et il voit bien que les difficultés sont là. Et surtout, il y a beaucoup de divergences au sein du socle commun. Il a encore un sens, ce socle commun, aujourd'hui? Alors, c'est le produit de la dissolution. Okay. Au Sénat, il y a un travail qui est mené, le président Larcher y veille avec les présidents de groupe, et on arrive à trouver des consensus entre nous assez facilement, finalement. Okay. Je me désespère de voir l'Assemblée aujourd'hui, dans l'état où elle est, et son incapacité à regarder les vrais sujets. Voilà, donc bon. Alors, dans le socle commun, je crois que chacun aussi se trouve parfois un peu contraint. Okay. Mais il faut accepter les différences et se dire que d'un côté, il y a LFI, de l'autre côté, il y a le RN. Ces deux voies-là nous mèneraient à de vraies difficultés économiques et financières et sociales. Ça ne peut pas marcher. Donc voilà, on a une responsabilité commune qui est de trouver des voies et moyens pour simplement au moins permettre d'assurer les échéances, si je puis dire, et de relancer le pays. Voilà, donc ça fait partie de nos responsabilités. Alors là, on l'a vu, avec les propositions du Sénat, on arrive à 25 milliards d'euros
Il en faut normalement 40 milliards. Où est-ce que le Premier ministre doit aller chercher le reste? Alors tout dépend comment vous faites les évaluations, parce que certains disent que les propositions du Sénat nous amènent à 40 ou à 50 milliards aussi. Voilà, ça c'est plutôt si on repart avec l'objectif 2019, mais là c'est en gros 25. Ouais. Mais en gros, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il y a des efforts que la sphère État peut faire, mais qui ne sont pas extensibles, parce qu'on a fait du rabot. C'est enlever X% tous les ans, comme ça, de manière un petit peu indifférenciée. Maintenant, ce que dit aussi le gouvernement, c'est qu'il faudra regarder sur des économies qui vont prendre un petit peu de temps. Quand vous faites des économies dans une collectivité locale, vous faites une réforme, vous discutez, il y a des organes qu'il faut consulter, etc. Ça prend plusieurs mois et en général, vous n'en voyez pas l'effet avant l'année d'après. Donc voilà, il faut aussi engager des réformes structurelles, difficiles comme ça, qui vont changer des choses. Voilà. Et il faut admettre qu'on va peut-être donner moins sur un certain nombre de politiques publiques, incitatives ou autres. Il faudra réduire. Donc ça, c'est le point central. Ensuite, il n'y a pas que l'État. Il y a effectivement l'assurance maladie, la sécurité sociale, qui représentent une large part des dépenses publiques. Voilà. Et donc, il faut aussi penser à ça. Et sur les retraites, on a un sujet de financement. On ne peut pas tout demander à l'État. L'État a fait des économies, il va continuer à en faire, mais si on ne raisonne que sur la sphère État, on n'y arrivera pas. Et donc, globalement, on peut arriver à répartir l'effort, mais il y a un certain nombre de choses auxquelles on s'est habitué. L'argent public était facile, il n'est plus facile. Merci Audrey, à tout à l'heure. À tout à l'heure, on va se poser la question, toute autre question, est-ce que le Royaume-Uni peut revenir dans l'Union européenne? C'est à suivre dans le club. On l'a vu dans le journal Vincent Capo-Canellas, le Sénat qui a donc une nouvelle fois rejeté cette nuit la réforme du mode de scrutin à Paris, Lyon, Marseille. Les centristes étaient plutôt favorables à cette réforme du mode de scrutin. Est-ce que François Bayrou a raison de donner le dernier mot à l'Assemblée, faisant fi de l'opposition du Sénat? Nous sommes sur une position qui est très simple, qui est que il faut que ce soit la liste qui ait le plus de voix qui désigne le maire, en fait, finalement. Voilà. Et le scrutin par arrondissement fait qu'on désigne des délégués. Et en fonction du nombre de délégués, c'est un peu comme les États-Unis, finalement, en fonction des délégués par État, voilà, on finissait par désigner le maire. Donc voilà, le principe, c'est autant que possible le droit commun, comme dans l'ensemble des communes. Donc tant pis l'opposition du Sénat, même si c'est un texte sur les collectivités, il a raison d'aller au bout? C'est l'équilibre institutionnel aussi. Il peut arriver que la Chambre dite basse, l'Assemblée nationale, et le dernier mot, c'est la loi, c'est la Constitution en tout cas. Un dernier mot sur le texte sur le statut de l'élu. C'est un texte qui vient du Sénat. Il est examiné en ce moment même à l'Assemblée nationale. Est-ce que pour vous, c'est une bonne réponse à la crise des vocations qui pourrait avoir lieu, notamment lors des prochaines municipales? Oui, alors c'est Françoise Gatel, qui est mon ancienne collègue centriste, qui est aujourd'hui ministre au gouvernement, qui défend ce texte à l'Assemblée nationale. C'était issu d'un travail transpartisan au Sénat. Il y a une crise des vocations, c'est très difficile d'être élu local, beaucoup de contraintes. Il faut dire aussi que parfois le regard de nos concitoyens a changé. Il y a une forme d'agressivité. Il y a beaucoup de difficultés pour les élus aussi à concilier leur vie professionnelle, leur vie personnelle et ce mandat qui est très prenant, qui est le plus beau des mandats sans doute. Donc voilà, beaucoup de réponses là-dedans sur la formation, sur l'accompagnement des élus, sur la réinsertion professionnelle après, sur la validation des acquis. On apprend des choses aussi quand on est élu. Il faut aussi pouvoir le valoriser demain et pas uniquement être pénalisé. Donc c'est un texte qui va dans le bon sens. On va terminer en allant voir l'actualité dans votre région. On va retrouver Jacques Paquier. Bonjour Jacques, merci d'être avec nous, directeur de la rédaction du journal du Grand Paris. Jacques, on va parler avec vous dans quelques secondes de la grève des contrôleurs aériens. C'est une grève qui a entraîné il y a quelques jours des annulations de vol. Le motif de cette grève, mettre en place un pointage des contrôleurs lorsqu'ils prennent leur poste. Vous avez interrogé hier Vincent Capo-Canellas, le ministre des Transports Philippe Tabarot, sur cette réforme. On va écouter sa réponse. S'agissant de la réforme du secteur et de la mise en place de la fameuse badgeuse, je veux être clair. Nous ne reculerons pas sur sa mise en œuvre. C'est avant tout un enjeu de sécurité. Une mesure concrète après l'incident grave, vous l'avez rappelé, de Bordeaux-Mérignac, où une collision a été évitée de justesse. Cette grève ne m'arrêtera pas pour aller au bout de la réforme. Vous êtes satisfait de cette réponse sur la badgeuse, sur la mise en place des badges? Oui, j'ai interrogé le ministre parce que j'ai aussi beaucoup travaillé sur ces questions-là. Ça fait partie des sujets que je rapporte à la commission des finances. C'est très important. D'abord, les contrôleurs du ciel sont ceux qui permettent aux avions de voler dans le ciel en toute sécurité. Pour nous, ça a un sens particulier. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait des pilotes et il faut aussi qu'il y ait des contrôleurs du ciel, sinon l'avion ne décolle pas. Voilà, donc là-dessus, il y a eu une grève que je ne comprends pas. Parce que simplement, les syndicats majoritaires avaient signé des accords importants, un protocole social l'année dernière, et un certain nombre de syndicats qui étaient minoritaires veulent aujourd'hui rediscuter.
Voilà, j'ai, au nom de la Commission des finances, évalué cet accord à 100 millions d'euros de mesures salariales supplémentaires tous les ans. Et donc voilà, c'était quand même un protocole généreux. Le remettre en cause n'a pas de sens, et encore moins quand il s'agissait de dire qu'il fallait laisser les contrôleurs parfois ne pas travailler aux heures où ils sont supposés travailler. Et comme l'a dit le ministre, c'est une raison de sécurité aussi. Voilà, donc il faut revenir à la responsabilité et que tout le monde se remette dans le bon sens. On réforme dans le bon sens, on modernise la navigation aérienne, on en a besoin. Et Jacques, vous avez une autre question sur ce sujet. Oui, absolument, qui dépasse le simple... bonjour Monsieur Capo-Canellas, qui dépasse le simple périmètre de l'Île-de-France, mais je crois savoir que des pays étrangers, Monsieur le Sénateur, ont procédé à une réforme, j'allais dire technique, qui privilégie en fait des tours de contrôle à distance, une forme d'automatisation qui dispense finalement la présence de contrôleurs du ciel dans chaque aéroport. Est-ce que c'est un sujet tabou ou est-ce que vous seriez favorable à cette entre guillemets, à cette solution ? Alors, on a en France beaucoup de tours de contrôle. On a 80 tours de contrôle, c'est difficile de les moderniser. On sait en faire 2 par an, donc il faudrait 40 ans. Donc il y a eu une réforme l'année dernière qui vise à limiter le nombre de tours de contrôle, ou en tout cas à faire que parfois on puisse faire comme ceci, c'est-à-dire à distance, voilà, et qu'ensuite qu'on limite les implantations quand on peut le faire. Voilà, donc ça fait partie des possibilités, ça se pratique effectivement à l'étranger, ça va dans le bon sens. Mais on a un sujet qui est de moderniser l'ensemble des infrastructures, et j'ai dans un rapport indiqué qu'il fallait savoir réinvestir aussi dans ce domaine-là. Jacques, vous avez une autre question. Alors, on reste toujours dans le domaine de l'aérien, des aéroports, mais c'est la question du bruit pour les riverains qui est source de conflit. Absolument, le maire de Villeneuve-le-Roi, Didier Gonzalez, qui s'occupe beaucoup de ces questions, notamment au titre de la métropole, me disait que le ADP n'en faisait à son goût pas assez, finalement, pour limiter ces nuisances sonores dont souffrent beaucoup de Franciliens, une partie du temps ou un peu tous les jours. Est-ce que, Monsieur Capo-Canellas, vous estimez qu'il y a des progrès encore importants qu'on peut faire pour réduire ces nuisances et qui sont à la main d'ADP ? Aéroport de Paris. Alors, l'autorité qui est en charge des nuisances, c'est la CNUSA, l'autorité de contrôle des nuisances sonores aériennes, et qui est en place avec un président d'ailleurs qui a été renouvelé il y a quelques mois de ça. Voilà, donc il y a un certain nombre de sujets. Vous citez le cas d'Orly. Là, il y a ce qu'on appelle une approche équilibrée, qui est une démarche européenne, et le ministre doit annoncer d'ici quelques temps comment elle va se mettre en place, c'est-à-dire que voilà, des mesures qui doivent permettre de mieux prendre en compte les nuisances sonores. Aéroport de Paris a sa part, mais Aéroport de Paris le fait dans un cadre qui est fixé par l'État et par cette procédure d'approche équilibrée. Voilà, il faut prendre en compte les nuisances, bien évidemment, et j'avais voté un certain nombre de subventions aussi pour l'aide à l'équipement des riverains. Un dernier mot, Jacques ? Peut-être un mot politique, et pour revenir en Ile-de-France, vous avez été longtemps maire du Bourget. J'aurais voulu que vous me disiez quel regard vous portiez sur la façon avec laquelle se destine la campagne des municipales. On s'en rapproche. En Seine-Saint-Denis en particulier, où on dit que LFI a des stratégies de conquête assez précises. Écoutez, je pense que d'abord, c'est un moment important pour la vie des communes, la vie des territoires. Et je veux dire que d'abord, il y a beaucoup d'élus qui font un travail qui est difficile en banlieue. Voilà, et donc, à mon avis, le point majeur, c'est pas tellement les grands blocs politiques qui vont s'affronter. La question, c'est le projet municipal. Nous voulons, dans nos communes, aussi des engagements sur la qualité de vie, sur la sécurité, etc. Voilà. Et là-dessus, je dois dire que vraiment, LFI n'a pas les bonnes réponses. Quand je vois ce qu'a dit Mme Panot l'autre jour sur les polices municipales, sur le besoin de les désarmer, ils sont hors sol. Vous êtes confiant pour ces municipales ? Est-ce qu'il y aura des alliances au sein du socle commun ? Je disais tout à l'heure, je crois qu'il y a 2 blocs aux extrêmes. Il faut que tous ceux qui sont les gens qui se retrouvent dans les valeurs de liberté puissent travailler ensemble. Voilà. Et quand on fait une liste municipale, on essaie de rassembler. C'est ce que font mes amis sur le terrain. Moi, je serai à leur côté pour défendre cette vision-là. C'est pas une affaire politique. Mais simplement, je pense qu'effectivement, hors les extrêmes, on a des capacités à travailler largement avec des listes de rassemblement.
Merci Jacques Paquier. Jacques, la une du journal du Grand Paris, c'est le PSG, le futur stade du PSG. Un match à 2 ou à 3, c'est à la une de votre journal. Merci Jacques Paquier d'avoir été avec nous toute cette saison et on vous souhaite de très bonnes vacances, Jacques. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci Vincent Capo-Canellas d'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure.